pour moi de présenter le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, les Congolais qui ont fui les conflits communautaires dans la province du Mai-Ndombe vont bientôt être rapatriés. Une mission mixte des experts de la RDC et de la République du Congo étudie les contours de leur rapatriement du Kangabé et Bwemba au Congo-Brazzaville. Et puis cette alerte du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les espèces animales du parc national de Kaozi-Bienga sont en voie de disparition, menacées par les rebelles du 23. Ce parc a perdu 50% de sa biodiversité. L'élan continue à se délier après 30 ans de crimes impunis en RDC, avec pour conséquence 10 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés dans ce journal. Vous suivrez les réactions de ceux qui portent ce combat. Ça sera tout pour les titres. Messieurs, bonsoir. Les musulmans de la communauté islamique du Congo, toutes tendances confondues, ont été reçus par le président de la République, Antoine Tshisekedi. Une rencontre qui coïncide avec la fin du Ramadan. Un reportage de Pierre Kibambe-Somé. Fin du Ramadan, à Kinshasa, les musulmans de la communauté islamique du Congo, dans son ensemble, étaient les hôtes du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui reçut ce lundi 31 mars dans la soirée au chapitre de la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la clôture du mois sacré de jeûne, le 9e mois du calendrier islamique. Les ambassadeurs d'Égypte, du Maroc et d'Iran ont été conviés à cette rencontre au chapiteau où l'on a noté la présence de la Première ministre Judith Suminwa et des ministres d'État chargés de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Le chef de l'État a exprimé sa joie de célébrer avec la communauté islamique réunie la fin du mois de Ramadan, un mois qui devrait être aussi de solidarité avec les compatriotes de l'Est du territoire national, victimes de la barbarie des agresseurs, ces fils et fils congolais pour qui le président de la République a eu une pensée pieuse. Le mois du Ramadan est aussi celui de don et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement plus importantes que jamais dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays. Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a salué l'engagement de la communauté islamique du Congo pour le retour de la paix durable dans l'Est du pays, un engagement qui requiert l'unité de la communauté islamique. Auparavant, la ministre d'État Eve Bazaïba, qui a reçu la mission des bons offices pour le rassemblement de la communauté islamique du Congo, a remercié le président de la République de la confiance qu'il lui a témoignée de faire la restitution de sa commission pour la paix, l'unité et la réconciliation de tous les musulmans de la communauté islamique du Congo. Le ministre d'État Constant Moutamba a rendu un vibrant hommage au président de la République qui, en dépit de la crise de sécurité dans l'Est du pays, se préoccupe aussi au plus haut point de l'unité de la communauté islamique du Congo. La soirée s'est terminée dans une ambiance très conviviale. On a prié, comme vous l'avez dit, la prière c'est pour la paix, pour la République. Coopération entre la République démocratique du Congo et le Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. Guy Kabombo Mwadiala s'est entretenu à ce sujet avec son homologue malawite. Un reportage de Sandra Nyangui.
Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et l'échange stratégique et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Le cas échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant les troupes dans le cadre de la Bercy. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Dika Bombo Modianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. Sachez également que le ministre de la Communication et Médias a eu des échanges fructueux avec les élèves de la 9e promotion de l'École nationale d'administration. Patrick Mouyaya a relevé les enjeux de la guerre dans l'Est de la République. Il a également dénoncé la victimisation du Rwanda, un concept faux fabriqué par Paul Kagame. Un reportage de Gaëtan Magalano. L'hymne de l'ENA côtoie celui de la RDC. 6 élèves de la promotion Mamadundala renouvellent leur serment, qui est celui de servir fièrement la RDC, aujourd'hui agressée par le Rwanda. Face à cette 9e promotion, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, étale les 4 principaux enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC, avant de démontrer noir sur blanc à l'insistance le concept monté par Paul Kagame pour justifier son agression. Une guerre où le Rwanda a des motivations d'extension territoriale, a des appétits prononcés pour nos ressources. Il était important que ceux qui vont façonner les politiques publiques d'aujourd'hui et de demain puissent en comprendre les sensibilités, les détails. Et aujourd'hui, tout le monde doit être édifié qu'avec le président de la République, nous avons une stratégie bien en place, une détermination qui va faire en sorte que cette guerre se termine grâce à cette génération et pour que les Congolais qui viendront demain puissent plutôt s'atteler aux travaux de la reconstruction. Guerre de survie pour le Rwanda dont l'économie repose sur le pillage de ressources naturelles de la RDC. Poison rwandais, une bataille de narratifs. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu, selon le ministre de la Communication et Médias, la plus grande production industrielle du mensonge au monde. Comme nous aimons le dire, ce n'est pas la guerre du président de la République, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais et qui leur appartient eux aussi de se mobiliser pour défendre le pays. Investir dans le capital intellectuel, c'est ce qu'a fait le porte-parole du gouvernement RD congolais, conclut le directeur général de l'ENA. Mon premier propos, ce sera de saluer l'intervention de son Excellence Monsieur le Ministre tout à l'heure, qui a fait preuve d'une grande culture générale. Il a contribué à s'aimer des bonnes idées, à préparer l'élite d'aujourd'hui et de demain. En termes de résumé, ces élèves de la 9e promotion synthétisent. Pour nous, c'était vraiment un moment de prise de conscience, un moment d'échange très enrichissant pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons des agents qui vont défendre notre patrie, que ce soit dans tous les fronts nécessaires. Nous profitons de cette occasion pour dire à nos frères qui nous suivent que nous pensons à eux et que nous faisons tout ce qu'il y a à faire, à apporter sa pique à cet édifice-là. Diplomatie. Il y a aussi mettre le média au service de la diplomatie. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a invité l'assistance à plus d'implication dans leurs prestations pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Voilà, je l'ai dit en titre, les espèces animales et végétales du parc national de Kahuzi-Biega sont en voie de disparition. Ce parc menacé par les rebelles du M23 AFC a déjà perdu 50% de sa biodiversité. Son directeur général l'a dit à l'ambassadeur de l'Allemagne. Un reportage d'Éric Kababa. Les parcs nationaux de Kahuzi-Biega de la baie du Sud Kivu, de plus en plus délaissés
touristes. Le site, toujours sous les coups de menaces, est aujourd'hui en proie de l'insécurité criante depuis l'invasion du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Depuis, ce parc a perdu plus de la moitié de sa biodiversité et les éco-gardes sont tués presque tous les jours par ces groupes terroristes. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Yves Milangangaï, ne compte pas abandonner ces parcs devenus aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Toujours à la recherche de moyens pour sauvegarder ces terres protégées, il a au cours de ses échanges avec l'ambassadeur allemand sollicité l'appui de Berlin. Dans son plan de sauvegarde, Yves Milangangaï a proposé l'ouverture d'un couloir écologique Kinshasa-Kivu pour tenter de sauver toutes les espèces qui se trouvent au sein de ces parcs. Un projet que l'Allemagne a promis de donner un coup de main. Pour nous, c'est très important de savoir la position du gouvernement, même si les circonstances sont difficiles. Mais aussi sur, comme vous voyez ici, le coût de l'air et quand même sur des autres projets, des grands projets. Faute de visiteurs, les revenus de ces parcs sont revus à la baisse et le tourisme disparaît déjà petit à petit. 10 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés, plus de 30 ans de crimes impunis en RDC. Kinshasa a enfin ouvert le débat plutôt historique par la reconnaissance du génocide congolais. Dans ce reportage, vous suivrez les réactions de ceux qui portent ce combat. Un reportage de Karen Kankolongo. Première réaction, celle de Patrick Fatamakunga, directeur général du Fonds national de réparation des victimes, l'institution en première ligne pour la justice et les réparations. Cette table ronde justement a comme objectif de faire en sorte que chaque Congolais, chaque Congolaise, chaque Congolais là où il est, s'approprie cette histoire. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de construire autour de cette table ronde le narratif qui permettra à chaque compatriote de s'approprier cette histoire et de la vivre comme si la leur, chacun à son niveau. La CIAVAR, co-organisateur historique de cette table ronde, nous rappelle d'emblée l'urgence d'agir. Il y a eu un temps où nous avons mûri la question et nous pensons qu'aujourd'hui les étoiles sont alignées pour que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue et que justice soit faite pour toutes ces victimes qui se comptent par dizaines de millions. Une demande simple qui résume l'enjeu de cette table ronde, passer de la mémoire à la justice. Il y a un message d'espoir pour que effectivement cette reconnaissance soit faite, qu'il y ait réparation des victimes et que les victimes bien sûr soient soulagées, les rescapés, parce que bien sûr les gens sont morts, mais les rescapés au moins qu'ils sachent que les gens sont derrière eux, ils ne sont pas abandonnés. Ce qui se passe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, enough is enough, comme on dit en anglais ou en bon français, c'est assez que nous avons pleuré nos enfants et ça doit cesser. Tous ceux qui sont en train de commettre ces crimes doivent répondre de leurs actes au niveau de la justice, non seulement nationale ici, mais surtout internationale. Entre espoir et défi, une certitude émerge de cette situation, le temps de promesse est terminé. Place aux preuves, loi et réparation. Rapatriement des Congolais qui ont fui les conflits communautaires dans la province du Maïndombe, le vice-premier ministre de l'Intérieur a dépêché une équipe mixte des experts de la RDC et de la République du Congo pour évaluer le contour du retour de ces Congolais internés au camp et Bemba. Un reportage de Bobo Ananmokonzi. En réponse aux inquiétudes soulevées par les autorités du Congo-Brazzaville lors des sessions mixte de défense et sécurité avec la République démocratique du Congo sur les retours des Congolais de la RDC réfugiés au Congo-Brazzaville, une mission d'experts de la République démocratique du Congo a été diligentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, afin de palper la situation des réfugiés et déplacés. La mission a également mené des investigations sur les conditions de retour de près de 18 304 réfugiés et 2 903 déplacés congolais ayant fui les violences de la cité de Bolobo à cause des conflits intercommunautaires entre les peuples Nounou et Tétié. Au Congo-Brazzaville, les représentants de ces deux parties ont visité 2 sites sur 4 prévus, à savoir les sites d'Ngabe et celui de Bwemba. Cette délégation a fait un constat amer des conditions de vie de ces déplacés en provenance de Kwamont, de Yumbi, de Bolobo, de Mokotipoko et de Bouya.
La commission travaille pour assurer votre rapatriement dans de bonnes conditions, vœu du chef de l'État. Pour favoriser une cohabitation pacifique entre communautés, le gouverneur de la province du Maïndombe a appelé la population de ces coins à bannir les conflits et à privilégier la paix et l'unité pour le développement de cette province. Le message que nous avons lancé à la population, le message de paix, le message de l'unité, le message du développement. Le gouvernement congolais s'engage à organiser les retours de ses compatriotes congolais qui vivent en dehors de leur pays d'origine et leur résidence. Et c'est bien avant la convocation du Forum de la paix et réconciliation par le gouvernement. Consultation politique pour la formation du gouvernement d'Union nationale pour la journée de ce mardi. Eberhard Kolonge, spécial du chef de l'État, a reçu les hommes politiques, parmi lesquels Godard Motemona, autorité morale du regroupement politique Action des Alliés pour la démocratie et le développement, Patience Mboyo et Joséphine Liondo. Poursuite des consultations politiques sous les espaces du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolongele, avec les forces sociopolitiques. Dans la soirée, l'église autochtone, les regroupements AAADD conduits par Godard Motemona, l'Union nationale de presse congolaise, quelques personnalités telles que Néné Koulou qui conduit son parti, AFBC, l'honorable Mende Omalanga et autres ont été reçus par le conseiller spécial. Tous, à l'unanimité, sont pour un gouvernement de cohésion nationale fort et capable de fédérer toutes les tendances. Nous venons de réaffirmer notre adhésion à la vision du chef de l'État et nous avons émis nos vœux auprès du conseiller spécial en remettant un mémorandum que nous laissons plutôt la primeur au Conseil spécial pour le président de la République. Il y a eu beaucoup de morts à l'est de notre République. Si nous sommes des Congolais, ce n'est pas la première fois. Nous devons avoir un cœur d'amour pour notre pays. Je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante. Le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Je suis venu avec mon parti politique, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. Ce que nous avons dit au conseiller spécial, ce n'est pas que nous sommes venus pour chercher des postes. Nous sommes venus pour réfléchir sur la manière de remettre la paix dans le pays. Il faut noter que les consultations politiques sont ouvertes et n'excluent personne, car tout Congolais a son mot à dire afin que la paix revienne. La province de la Mongala aura bientôt un siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a procédé à la de la première pierre. Nadine Kilocho, Moké Maluma, nos envoyés spéciaux. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP en sigle, poursuit l'extension de son champ d'action pour se rapprocher davantage de ses affiliés. Ce lundi 31 mars 2025, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège de l'agence provinciale de la SNSAP au chef-lieu de la province de la Mongala, Lissala. Cette action posée par le Premier ministre Jean-Pierre Liaou, en présence des élus nationaux, du gouverneur et des députés provinciaux de la province de la Mongala, traduit la ferme volonté du gouvernement, sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de garantir le déploiement de cette caisse dans toutes les provinces de la République. Après cette cérémonie officielle, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Hermès de Lissala, sensibiliser les fonctionnaires sur le régime de sécurité sociale de la SNSAP. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a sensibilisé les fonctionnaires sur la nouvelle politique de sécurité sociale portant sur la retraite de base par répartition, la retraite complémentaire par capitalisation, couverture des risques professionnels et autres. Clôture du mois de la femme à la Chambre haute du Parlement, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, a présidé la dite cérémonie, une occasion pour lui de saluer les efforts du président de la République dans la promotion de la femme en général et au Sénat en particulier. Reportage.
Le chapiteau du collège Boboto a accueilli la cérémonie de clôture du mois de la femme. Un événement marqué par la présence du premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalalawa Kalala, a souligné l'importance de cette célébration qui met en lumière le rôle essentiel des femmes dans la société et au sein des institutions du pays en général et au Sénat en particulier. Champion de la masculinité positive, le chef de la diplomatie parlementaire a salué les actions du président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses actions en faveur de la promotion de la femme. Je me dois de rendre un hommage mérité au champion de la masculinité positive qui s'est démarqué dans la promotion des droits de la femme. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous son mandat, non seulement le nombre de femmes a accru dans les instances de prise de décision, mais à compétence égale et suivant le principe de la méritocratie. Pour sa part, Nefertiti Ngoudianza, rapporteur du Sénat, a exhorté les femmes à poursuivre leur formation et à faire preuve d'assiduité dans le travail. Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat, quant à lui, a exhorté dans son mot les femmes au changement de mentalité et à la mise effective des engagements internationaux en faveur de l'égalité des sexes. La cérémonie s'est également distinguée par des échanges de cadeaux symboliques. Les femmes du Sénat ont remis un présent au premier vice-président du Sénat, l'honorable José Kalalawa Kalala, une œuvre d'art dont 2 mains unies et des feuilles de palmier symbolisant l'union et la paix. L'honorable Nefertiti Ngoudianza a reçu un cadeau représentant la communication, domaine qu'elle supervise au sein du bureau. Des intrants de pêche du gouvernement de la République aux pêcheurs de Boma et Mwanda, le ministre de Pêchage, Jean-Pierre Tshimanga, est allé distribuer ce matériel le week-end dernier. Témoin d'événement Rodé Panda. C'est un lot important des intrants de pêche que le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, a remis aux pêcheurs de Boma et Mwanda le week-end dernier. Cette dotation du gouvernement de la République est une première qui a surpris les bénéficiaires, a témoigné la population qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président de la République, Félix Tshisekedi, et le gouvernement de la République. Cette campagne de distribution des intrants de pêche aux pêcheurs s'inscrit donc dans la vision du garant de la nation pour bien lutter contre l'importation de produits surgelés sur les marchés congolais et combattre la crise alimentaire. Nous avons servi des sites de Boma, là de Mwanda. J'en ai profité aussi pour leur donner un message patriotique qui est agressé. Nous devons tous être debout derrière le chef de l'État, derrière le gouvernement et derrière les forces armées pour que notre souveraineté soit reconquise d'ici là. Tout à fait, il y a eu des recommandations. Premièrement, qu'ils utilisent ces 23 matériels de pêche à mobile de famille. Ce n'est pas pour eux, c'est pour la collectivité. De deux, qu'ils évitent, comme maintenant ils ont eu des matériels de pêche et des intrants, qu'ils arrêtent de faire la poche prohibée avec des moustiquaires et des produits toxiques qui tuent les poissons. Avec cette dotation, en toute convivialité, les pêcheurs de Mwanda et Boma ont promis de travailler pour l'abondance des poissons sur les marchés afin de donner à la population congolaise un repas bio. Hier, impensable, aujourd'hui une réalité. La route Kananga-Kabeya-Kalanga est en pleine réhabilitation. Un accord a été signé avec l'Office des routes et les responsables de la force du génie congolais pour renforcer le cantonnage. Cédric Kelina pour ce reportage. Il faut un coup d'accélérateur dans les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kabeya-Kamwanga via Dibaya. Dans la pratique, 16 km d'asphalte ont été effectués. Et à ce jour, il faut renforcer les cantonnages manuels par des engins modernes de l'Office des routes, la direction provinciale du Kasaï central. D'où cet accord signé entre les représentants de la Fondation Barnabé Mouakadi, Génie Kandé et l'Office des routes. Nous sommes sur le terrain pour voir ce qui a été fait, ajouter maintenant les idées avec les techniciens que nous avons sollicités par le touchement du président Barnabé Mouakadi, l'hôpital Agi, l'envers Kabeya Kamwanga en passant par Tshibombo, avec
Nous parlons de 16 km que nous avons trouvés, déjà asphaltés. Il y a circulation de véhicules pour arriver à Mbuji-Mayi sans problème. Il y a des endroits où ça exige les engins. Et c'est là où le président Barnabé Mwakadji Mwamba a voulu faire intervenir les services de l'État, office de route. Payer les sols, compacter, tout semble marcher comme si c'était sur. Cette infrastructure routière fait partie de la nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et portée ici par un acteur de Jenny Kandé. Pour cette année 2025, l'Office et drainage est sur plusieurs projets financés essentiellement par le gouvernement d'Afrique. Les problèmes ont été débattus au cours d'une réunion paritaire entre la direction générale et le conseil. Pour ce reportage. Au terme de 5 jours de travaux, la réunion paritaire 2020, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel de l'office de drainage OVD, représenté par la délégation syndicale, a mis le rapport des travaux. Les 3 sous-commissions mises en place ont élevé les questions cruciales de l'OVD. Sur le patrimoine, l'OVD est sur le public de l'État. Le proposé est-il logique à exprimer le directeur général de l'OVD? Là. On parlait de budget. Déjà voté. Si vous me parlez de 2026, vous pouvez regarder ces différents tarifs pour qu'on puisse être réaliste. Sinon, on va faire des recommandations, on est sûr qu'on ne va pas pouvoir les réaliser. La question de la retraite des agents et sa prise en charge a été également évoquée. Seul le gouvernement de la République peut résoudre cette question. Le président du conseil d'administration de l'Office de voirie et de drainage, Martin Chipamba, est revenu sur l'idée des financements innovants soulevés dans le rapport. Tout le monde parle de financement innovant. Innovant, c'est quoi? Et quand on parle de financement, on a des financements et là, des financements. Non, il faut trouver des solutions objectives. Aux travailleurs, il faut des propositions pour trouver des investissements pour l'OVD, un dialogue social enrichissant qui balise le chemin pour l'OVD à même d'avoir besoin des pouvoirs publics. Où en est avec le processus d'amélioration du climat des affaires? L'Agence de promotion des investissements a organisé un atelier à l'intention des élus provinciaux. Un reportage d'Yvette Makoutima et Cédric Kenina. D'une manière graduelle, le processus d'assainissement du climat des affaires dans lequel le gouvernement de la RDC s'est engagé a permis de mettre en œuvre des réformes importantes qui ont impacté sur l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays, a permis une certaine attractivité des investissements dans le pays. Ces réformes ont fait l'objet des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation à l'intention des membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du gouvernement provincial et la cellule du climat des affaires de la ville capitale, et ce sur initiative de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API par les truchements de sa directrice générale, Rachel Pungulu-Wamba. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le processus de mise en œuvre des réformes sur le climat des affaires est porté au plus haut niveau institutionnel par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de mes les plus déférents et mérités, et matérialisé par la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. L'amélioration du climat des affaires étant l'affaire de tous, unissons-nous pour faire rayonner Kin Label. Ensemble, nous le pouvons. Ensemble, nous le ferons. Ces élus seront suffisamment informés sur les avancées enregistrées dans les secteurs de commerce, de douane et accises, le code des investissements, la mise en place d'un guichet unique intégral de commerce extérieur et autres sujets liés à ces domaines économiques. À la clôture du mois dédié à la femme, plusieurs institutions et organisations se sont démarquées par ces moments de partage et de prise de conscience dans le leadership féminin. Diane Balaka pour se condenser. La ville de Kinshasa continue de vibrer de joie pour honorer la femme en cette fin du mois de mars, mois dédié à la femme.
Des femmes de l'Union nationale de Sécopé se sont réunies pour clôturer ce mois dédié à la femme. C'était au cours d'une journée de réflexion où la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a appelé les femmes de la Dinakopé au travail bien fait avec professionnalisme. Les femmes du ministère de l'Intérieur n'ont pas aussi manqué cette occasion. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, qui a clôturé les activités du mois de la femme au sein de ses ministères, a interpellé ses pairs à redoubler de la vigilance et s'est mobilisé pour la défense de l'intégrité territoriale à travers toute l'étendue du territoire national. Avec 30% des femmes au gouvernement, la RDC demande son engagement de placer la femme au centre des ambitions. À cet effet, l'autorité des réglementations pharmaceutiques a célébré la Journée internationale des droits de la femme en organisant une conférence scientifique et interactive, mettant en avant le rôle central des femmes en République démocratique du Congo. Ce moment de partage d'expériences a réuni les femmes policières, les épouses des militaires et autres catégories des femmes. Les femmes de l'Organisation de travailleurs unis du Congo au TUC ne sont pas en reste en ce qui concerne la cérémonie des clôtures du mois dédié à la femme. Pour la présidente chargée des finances et de l'administration à l'OTUC, Jeanne Bunda, l'égalité des sexes n'est pas seulement un objectif, mais une condition sine qua non pour un monde juste et pacifique. Dans ces mêmes registres de la clôture du mois de la femme, le personnel féminin de l'Université Leadership Academia a aussi eu un moment de partage d'expériences enrichissantes. Objectif, inspirer et propulser le leadership féminin. Pour finir, le groupe d'intercession des familles GIF, ministère de la Restauration divine que dirige le père Dieudonné Katoukou, les femmes bâtisseurs de la rosée du matin n'ont pas dérogé à la règle. Elles ont clôturé ce mois de mars avec succès. Cette église a réuni plusieurs femmes autour d'une femme porteuse des... La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie a clôturé la formation des agents et cadres sur l'archivistique formée par l'Institut national des archives du Congo. Alain Bikaï. Ils sont au total 30 agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie FPI à prêter serment et recevoir leur brevet et carte d'archiviste à l'issue d'une formation de semaine organisée par l'Institut national des archives du Congo. Cette formation en archivistique traduit la volonté de la direction du pays d'améliorer les rendements du personnel concernant la gestion des documents. La cérémonie a été coprésidée par Diane Yala, directeur général adjoint du pays, et Kasso, directeur général de l'Institut national des archives du Congo. Dans ce monde de circonstances, la DGA du FPI a remercié l'Institut national des archives du Congo qui a organisé cette formation en mettant à la disposition des agents du FPI, des formateurs qualifiés et des outils adaptés aux besoins. Ce que vous avez appris ici puisse se traduire en actions concrètes et en bénéfices tangibles pour notre institution. À son tour, le DG de l'Institut national des archives du Congo a encouragé les assermentés avant de les rassurer en ces termes. Ce qui est essentiel, c'est de concilier cette théorie-là à la pratique. Et ce sera la phase qui va bientôt suivre. Il faut noter que cette formation est le résultat d'une mission d'inspection effectuée par l'Institut national des archives du Congo qui avait relevé des faiblesses dans la gestion des documents du FPI. D'où la signature au mois de mai 2024 d'un protocole d'accord d'accompagnement technique entre les deux entreprises. Et puis ce communiqué pour boucler complètement ce journal, un communiqué relatif à l'élection des gouverneurs des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Prof André Mbata Mangou, secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la Nation, informe le public en général et les députés provinciaux des provinces
du Kwilu et du Nord Ubangi, en particulier que les tickets de l'Union sacrée de la Nation pour les élections des gouverneurs dans ces deux provinces se présentent comme suite. Province du Kwilu, ils ont comme candidat Akamituna Ndolo Philippe, candidat gouverneur. Nord Ubangi, Kengo Adondo Marie-Claire, candidate gouverneur. C'est un communiqué signé professeur André Mbata Betukumesu Mangou, secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la Nation. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, vous retrouvez Malumbela à 20h pour vous informer. À 23h, Gaëtan Magalano revient sur ce plateau. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.